Bonjour chers collègues, le problème technique est réglé, nos conférenciers sont là. C'est toujours la grande angoisse quand la salle se remplit et que les conférenciers sont bloqués dans un embouteillage. Ça m'est arrivé même une fois qu'ils n'arrivent pas. Je peux vous dire qu'on est très très mal à ce moment-là. Surtout quand il y a autant d'expectatives sur la conférence. Voilà, donc c'est la deuxième conférence avec, en français. On a fait aussi les mêmes versions en langue anglaise avec nos partenaires de Kaiser, de cabinet de Kaiser. La première conférence, un certain nombre d'entre vous y ont dû participer, concernait évoquer des questions de droit liées au problème de succession. Et puis la deuxième conférence est liée au volet fiscalité, qui est non négligeable, évidemment, dans ce type de situation. Voilà. Donc on a à la fois les conférences sur les deux volets, en français et en anglais, et puis on organise aussi dans nos locaux à la FFPE des consultations individuelles avec gratuites pour les membres, avec les membres du cabinet de Kaiser, qui peuvent éventuellement, si affinité, s'en poursuivre dans leur cabinet pour mise en œuvre d'une solution efficace et personnelle. Voilà, donc il y a encore des places disponibles pour ceux qui, je vois, qui sont encore debout dans des parties latérales de la salle. Ma secrétaire va rajouter peut-être encore quelques chaises et on va laisser la parole à Maître de Kaiser, parce que c'est lui que vous êtes venu entendre plus que moi. Voilà. Merci. Le rouge, voilà, merci Monsieur Bakri. Vous êtes venu m'entendre et je ne suis pas seul, donc Maître Mons, qui est mon associé, va donc prendre la parole après moi. Nous sommes effectivement associés dans un petit cabinet qui ne pratique que le droit fiscal et le droit patrimonial. C'est ainsi que, si nous avons le plaisir de donner 2 ou 3 exposés comme celui-ci à l'initiative de M. Bakri, de M. Stefanidi, eh bien vous retrouvez les mêmes orateurs, puisque nous sommes une poignée d'avocats. C'est ainsi que fonctionnent les cabinets belges dans notre domaine. Ça permet d'avoir une relation plus personnelle avec les clients dans des matières qui sont finalement très intimes. À qui veux-je faire une donation? Je voudrais faire mon testament, mais je n'ai pas vraiment de repères. Que font les autres? Et puis, d'un point de vue fiscal, il y a aussi une forme d'intimité qui est de faire des choix personnels qui ne sortent pas des murs d'un cabinet d'avocats. Vous savez que la confidentialité est évidemment une caractéristique du métier d'avocat, mais ce n'est pas tellement ça que je voulais vous dire, c'est surtout que la confidentialité est aujourd'hui... le secret professionnel n'existe plus dans les autres professions, ni les notaires, ni les réviseurs, ni évidemment les banquiers, etc. Et nous avons, à partir du 1er juillet, une nouvelle directive qui entre en place, qui est la DAC 6, dont les effets ne sont pas encore très nets ni très maîtrisés, parce que la Belgique n'a pas encore légiféré en la matière, mais ce que prévoit cette directive, donc c'est une directive dont le nom complet est Directive sur la coopération administrative, elle prévoit que dans tous les pays européens, dorénavant, tous les montages fiscaux qui pourraient être considérés comme agressifs doivent être renseignés par le prestataire ou par le conseiller fiscal aux autorités administratives du pays en question. Donc c'est un peu une révolution des mœurs, une révolution presque éthique, parce que là on a une intrusion de l'État dans des domaines qui peuvent devenir très personnels. Donc en dehors du schéma fiscal proprement dit, le schéma révèle un certain nombre d'autres choses sur peut-être des secrets d'affaires, peut-être des projets familiaux, peut-être des structures de groupe qu'on souhaiterait garder confidentielles, non pas pour frauder, mais parce que ça fait partie parfois du secret des affaires, du secret par rapport à la concurrence. Et alors pour ce qui nous concerne, aujourd'hui, c'est-à-dire les matières patrimoniales, il n'est pas clair de savoir jusqu'où les obligations du prestataire iront. Donc j'ai un bien que personne ne connaît, sauf le fisc, puisqu'on ne parlerait pas de fraude, j'ai un bien en Birmanie, par exemple. Le fisc le sait, donc on exclut les situations de fraude. Mais mes enfants ne le savent pas, à l'exception d'un enfant.
et je voudrais que ce soit cet enfant-là qui reçoive le bien. Il se fait que, dans mon exemple, la Birmanie ne taxera pas, à ma connaissance, la donation immobilière, mais si ça se passait en Thaïlande, l'imposition serait très lourde. Donc, je serais plutôt en Thaïlande qu'en Birmanie. Je veux donner un bien immobilier à un de mes enfants et que les autres n'en sachent rien. Je le fais d'une manière qui serait très optimisée fiscalement, toujours sans fraude. Je pourrais être amené donc nous pourrions être amenés en tant que prestataire à informer l'administration fiscale du schéma préparé. D'autant plus que la directive européenne vise les situations transfrontalières, donc pas les situations belgo-belges, franco-françaises, etc. Bon, je vais fermer la parenthèse là-dessus. Sous réserve d'un point, c'est que comme la Belgique n'a pas encore légiféré, comme d'ailleurs la plupart des États, elle pourra prévoir certaines exceptions. Il est souhaitable certainement pour nous, mais probablement également pour toutes les personnes qui résident en Belgique ou qui ont la nationalité belge, que les avocats soient exemptés de cette obligation. Ce serait étonnant qu'ils ne le soient pas, parce que voilà, la Belgique a toujours veillé à ce que les avocats soient préservés de toute obligation de divulgation, de dénonciation, parce qu'on doit pouvoir se fier à quelqu'un pour exposer un problème juridique. Fût-ce une fraude, il faut qu'on puisse... Quelqu'un qui viendrait voir un avocat pour une fraude, l'avocat lui recommande un schéma qui lui permet de sortir de cette fraude, sans aller courir mettre sa tête sur le bio comme les bourgeois de Calais. C'est pas tout à fait la tête sur le bio, c'était la corde au cou, mais enfin, j'ai un Français à côté de moi, soyons prudents. Mais le conseiller fiscal ne doit pas être amené à dénoncer le client qui veut régulariser. Et alors, par ailleurs, dans les matières familiales, ça me paraît très très peu conforme au respect du droit à la vie privée, et au contraire, on se rapproche quand même fortement d'un Big Brother qui arrive par une voie détournée. Donc voilà, je voulais vous le dire, mais en même temps, donc, à ce stade-ci, ça n'est pas applicable en Belgique, et les avocats seront sans doute exonérés, et seront les seuls exonérés. Alors les dénonciations ne peuvent jamais se faire à la connaissance du client. Donc vous allez voir un banquier ou je ne sais pas, un expert fiscal non avocat qui devrait dénoncer. Il ne peut pas prévenir le client, sinon il commet lui-même une infraction pénale. C'est à savoir. Alors pour ce qui nous concerne aujourd'hui, nous allons donc traiter de la fiscalité des donations et des successions dans un contexte européen. Ceci fait suite à la première session que le FFPE avait organisée, qui traitait donc, comme M. Bakri l'a rappelé, des aspects civils, qui étaient, je me permets de le rappeler, parce que d'abord vous n'étiez peut-être pas là pour la plupart, ensuite parce que ça n'est pas si évident de comprendre la différence entre le civil et le fiscal au-delà de la sémantique. Les aspects civils d'une succession, c'est qui seront mes héritiers, quels sont les droits minimums qu'ils ont, les réserves héréditaires, et bien entendu, en amont, quelle est la loi qui s'applique à ma succession sur le plan civil? Est-ce que c'est la loi belge parce que je suis en Belgique? Est-ce que c'est la loi espagnole parce que mon pays d'origine est l'Espagne? Est-ce que c'est la loi française parce que ma nationalité est française? Pour rappeler le principe, en matière donc civile, on peut dorénavant choisir, grâce à un règlement européen qui est en vigueur depuis le mois d'août 2015, on peut dorénavant choisir la loi applicable dans une certaine mesure. On peut choisir la loi de sa nationalité. Ce sera la nationalité au moment où on pose l'acte. Il y a plusieurs types d'actes possibles, mais pensons à un testament qui est le plus évident. Je fais mon testament. Aujourd'hui, j'habite en Belgique parce que je travaille à la commission. Mes enfants sont tous en France. Mais j'ai la nationalité espagnole. Je peux choisir aujourd'hui de faire un testament soumis au droit espagnol. J'ai une double nationalité, je peux prendre n'importe laquelle. Je sais que j'en ai marre de la nationalité américaine, puisque le règlement s'applique également au-delà des frontières européennes. J'en ai marre de la nationalité américaine, elle ne m'amène plus que des ennuis. Non, ce qui n'est pas tout à fait faux dans notre domaine de la fiscalité bancaire, etc. C'est très compliqué d'être américain en Europe. Je sais que je vais y renoncer et je vais prendre la nationalité belge parce que je suis là depuis plus de 5 ans. Je peux déjà choisir de faire de préparer ma succession en la soumettant au droit belge. Bon, il ne faudra pas que je meure avant d'avoir changé de nationalité. Mais donc,
C'est ça qu'on veut dire par une succession soumise au droit de la nationalité au décès. Et si je ne fais pas de choix, ce sera le droit de la résidence. Tout ça, c'est l'aspect civil. Qui sont mes héritiers? Quelles sont les réserves héréditaires? À quoi mon conjoint a-t-il droit? Est-ce que mon partenaire cohabitant, non marié, a les mêmes droits que si nous étions mariés? Qu'est-ce qui se passe en cas de famille recomposée? Est-ce que les enfants de mon partenaire que j'ai éduqué avec lui pendant 20 ans peuvent être considérés comme mes enfants et je peux leur léguer aussi librement que mes enfants? Tout ça, c'est le civil. Le fiscal, c'est de savoir, bien entendu, comment ma succession sera-t-elle taxée, ou comment les donations que je fais, ou que j'ai faites, éventuellement déjà dans le passé, seront taxées. Soit taxées au moment de la donation, soit, comme la plupart des États européens le prévoient, éventuellement taxées au moment de mon décès. Donc vous pouvez avoir une taxation au moment où vous faites une donation. Dans beaucoup d'États, c'est le cas. Donc, en France, par exemple, je fais une donation à mes enfants, je dois l'enregistrer. J'ai une exonération jusqu'à 100 000 €, mais au-delà de ça, j'enregistre et je paye la taxe, qui va monter jusqu'à 45% d'ailleurs. Je suis en Belgique, je ne dois pas enregistrer ma donation et payer la taxe, sans frauder. Donc. Mais on va y revenir, hein. C'est juste pour vous donner des exemples, de nous mettre en jambes. Alors, comme introduction à l'approche fiscale dans un contexte européen, je vous propose de traverser les différents critères auxquels probablement un certain nombre d'entre vous songent comme critères éventuellement pertinents pour déterminer quelle est la loi fiscale applicable. Donc on va passer à travers des critères comme la nationalité, le lieu de mon décès, l'endroit où mes biens sont situés, la résidence de mes enfants à qui je lègue ou à qui je donne. Et on va voir lesquels sont pertinents, lesquels ne le sont pas. On va voir qu'on peut arriver à des risques de double imposition, de triple, de quadruple imposition même. Comment pallie-t-on à ces double, triple ou quadruple impositions? Nous allons ensuite passer en revue la fiscalité successorale de quelques États. Donc on en a pris quelques-uns qui sont plutôt dans un giron entre guillemets francophone. Donc voilà, on n'a pas pris la Lituanie, on a été jusqu'en Pologne, parce qu'il y a beaucoup de Polonais en Belgique. Sinon, ce sont plutôt donc, des États qu'on a choisis qui sont des pays latins. Bien qu'à l'Allemagne, enfin, nous avons une frontière commune. Pour illustrer à la fois la différence de loi fiscale d'un pays à l'autre, donc l'intérêt d'être averti, et puis nous allons également parcourir rapidement les traités que ces États ont conclus avec d'autres pays européens, et avec les États-Unis, qui ont quand même une place assez importante pour qu'on les mentionne. Donc il existe parfois des traités préventifs de la double imposition, mais pas toujours. La Belgique n'a aucun traité en matière de donation, par exemple. L'un de vous serait d'origine italienne. Ses enfants vivent en Italie, on va simplifier. Par contre, vous êtes en Belgique. Vous avez un compte bancaire, on va le placer ailleurs, on va le placer là où vous passez souvent des vacances, en Espagne. Vous voulez donner la moitié de ce compte bancaire à vos enfants qui résident en Italie. Si la Belgique taxe, l'Italie peut taxer aussi, puisque nous n'avons pas de traité. Si par contre, on veut appliquer le traité, donc vos enfants seraient en France, je dis que le bien était en France, hein, donc on va laisser le bien en France, les enfants en Italie. Entre la France et l'Italie, il existe un traité, je crois, en matière de donation, je ne me trompe pas. Je ne me trompe pas. Donc là, la France ne va pas taxer du fait que les biens sont situés en France si l'Italie taxe, parce que les enfants sont en Italie. Donc c'est ainsi que le jeu des traités est mis en mouvement. On va y revenir. Et alors, la fiscalité belge a un intérêt particulier, non seulement parce que c'est celle qu'on connaît le plus, donc on risque moins de dire des erreurs, mais aussi parce que, même si vous bénéficiez du protocole, donc du privilège fiscal du protocole européen, qui vous renvoie à votre pays d'origine, il ne vous renvoie pas à votre pays d'origine pour tous les impôts. Ça, c'est une erreur qui est assez uniformément commise par les personnes qui viennent nous consulter et qui sont fonctionnaires d'une institution européenne. Typiquement, pour ce qui nous concerne, les donations ne sont pas visées par le protocole. Et donc, pour ce qui concerne les donations, on oublie que vous êtes fonctionnaire européen, on voit juste d'autres critères qui sont ceux sur lesquels j'arrive maintenant. Quels sont les critères importants?
ceux qui sont listés là ne le sont pas tous. On va les passer rapidement en revue, juste pour se nettoyer l'esprit. La nationalité, soit du défunt, soit des héritiers, on pourra reprendre les mêmes critères pour les donateurs et donataires, puisqu'on va sans cesse aujourd'hui être passé des donations aux successions. Donc, le critère de la nationalité n'est pas pertinent. Si vous venez nous voir par après en disant « Je suis italien, je connais les lois de mon pays, pouvez-vous m'aider parce que je n'ai pas envie de courir à Milan voir un avocat local ?» Ça n'a pas d'intérêt de savoir que vous êtes italien. La nationalité n'est pas un critère, sauf de très rares exceptions, dont la plus importante est la nationalité américaine. Donc les États-Unis taxent à tous égards, donations, successions, impôts directs, plus-value, du fait qu'on est national américain, ou du fait qu'un héritier ou un légataire, un donataire, est national américain. Quand je vous disais que ça n'est pas toujours avantageux d'être américain, nous avons un certain nombre de personnes qui viennent nous voir pour savoir comment se débarrasser de cette nationalité gênante. Parce qu'à côté de ça, on peut avoir un impôt dans le pays, par exemple, de résidence, la Belgique. Mais là, je suis sur la nationalité, donc elle n'est pas pertinente dans quasiment tous les États. Elle l'est aux États-Unis, elle l'est également en Suède. Donc, à de rares exceptions, ça n'est pas un critère. La résidence. Alors, la résidence du défunt, on va le voir, elle a de l'intérêt. La résidence des héritiers aussi. Si je passe juste en revue, je vais venir dans le détail par après. Le lieu de situation du bien dont j'hérite ou que je donne est-il un critère? Le lieu de mon décès. Ces critères sont également ceux qui vous traversent certainement l'esprit en matière de donation. Bon, on y vient dans le détail. Nationalité non pertinent, le lieu du décès non pertinent, le lieu d'où je prends ma décision pour faire une donation non pertinent, la résidence des personnes gratifiées, mon héritier ou le bénéficiaire d'une donation. Sa résidence, donc elle est pertinente dans certains États. Elle ne l'est pas en Belgique. C'est important pour tout le monde ici, parce que comme vous allez l'entendre dans quelques minutes, votre résidence réelle, physique, est le critère en droit belge en matière de donation, le critère fiscal en droit belge. Vous êtes donateur ou défunt potentiel, si vous me permettez. En ce qui concerne les donations, le protocole ne s'applique pas. En ce qui concerne les successions, il s'applique. Vous voulez faire une donation demain, la Belgique va dire « je peux taxer ». Et c'est pour cela qu'on va rentrer dans les arcanes du droit belge dans quelques minutes. Et donc la résidence, votre résidence a de l'importance, mais la résidence des personnes que vous gratifiez n'a pas d'importance en droit belge. Par contre, elle aura de l'importance dans d'autres États. Donc parmi les grands États qui nous entourent, la France, l'Allemagne ou l'Espagne. Donc, mon enfant de nationalité belge, qui a tout d'un belge, mais voilà, il réside en France, eh bien je lui fais une donation. Cette donation n'est en général pas taxable en Belgique, parce que la Belgique taxe très peu les donations. Elle est taxable en France. Article 757 ter, 750 ter, elle est taxable en France. Voilà, article 750 ter, alinéa 2 pour ceux qui sont français. Le critère, le critère numéro 2 est la résidence du bénéficiaire d'une donation ou du bénéficiaire d'une succession. Voilà, en Allemagne, en Espagne, aux États-Unis, c'est la même chose. Alors, la résidence du défunt est le critère principal dans quasiment tous les États. Donc si le donateur, le pays dans lequel le donateur est considéré réside, ou il est légalement considéré comme résident, est l'État qui peut taxer les donations ou les successions. Donc je reprends mon exemple, pour ne pas vous donner des frissons dans le dos, c'est moi qui décède. Je décède et je suis résident belge, et pourtant j'ai une maison en France et je suis décédé dans ma maison en France, le lieu de mon décès.
Pourtant, là, j'ai donc une accroche très, très solide, une maison que je possède depuis 25 ans. Mes enfants, ben, ils sont partis s'installer en France. La Belgique va dire, vous êtes résident belge. Vous habitez à Bruxelles. C'est là que, si vous me permettez de reprendre l'expression de la Cour de cassation il y a une cinquantaine d'années en Belgique, c'est là que vous avez votre femme, votre pipe et votre chien. On était à une époque un peu sexiste. Donc la Cour de cassation a défini le critère de cette manière-là pour dire c'est là où vraiment on vit, là où un homme aujourd'hui a ses costumes, là où une femme a sa garde-robe. C'est là où on a ses comptes bancaires, c'est là où on va faire ses courses quotidiennement. Donc je suis résident belge, ben, voilà, j'ai tous les liens que j'avais avec la France que je vous ai cités, ne change rien, la Belgique va dire je taxe la succession. Donc la résidence du défunt est importante, la résidence du donateur, même chose. Et donc dans ces pays que je vous citais tout à l'heure, qui vont également imposer une donation ou une succession parce que le bénéficiaire est dans ce pays, l'Espagne, la France. Dans ces pays, on a en général également le critère de la résidence du donateur. Je viens de vous parler de la France, voilà, un excellent exemple. L'Espagne par contre sera un contre-exemple, parce que là on ne va tenir compte que de la résidence du bénéficiaire. Alors le lieu de situation du bien, il est toujours pertinent en matière immobilière. On peut bien imaginer pourquoi. Dans des temps un petit peu plus reculés, il y a 20 ans, il y a 100 ans, quand n'existaient pas beaucoup les traités préventifs de double imposition, que les administrations fiscales étaient totalement incapables de retracer les propriétaires de biens lorsqu'ils étaient situés dans d'autres pays. Donc imaginons-nous l'époque où on n'avait pas encore d'autoroute, pas d'internet, où l'administration avait un poste avec, vous savez, comme dans un film français avec Jean Reno, on appelle une centrale pour qu'elle appelle elle-même le numéro 3, qui est le 3e téléphone dans la ville de Strasbourg. Donc à ce moment-là, les États étaient sûrs de taxer un type de biens, c'était les biens immobiliers. C'est resté dans toutes les législations, quels que soient les traités qui ont été mis en place. L'État où se trouve un bien immobilier va le taxer au titre de donation ou de succession. Alors, pour les autres biens, et ça sont les petites, le bas du slide que vous avez sous les yeux, pour les biens mobiliers, en général, on ne tient pas compte du lieu où est le bien mobilier. Donc si j'ai une maison en France, que dans cette maison j'ai une pile de banknotes, et j'ai une œuvre de monnaie, et j'ai, qu'est-ce que je peux en avoir, des bijoux de famille, normalement, on ne tient pas compte de l'endroit où sont ces biens pour taxer au titre de donation, donc je donne mon tableau, mes bijoux, ni au titre de succession, je lègue à mes enfants ces biens qui sont dans tel ou tel pays. Il y a quelques exceptions, dont la France. La France est un véritable paradis pour les fiscalistes, puisqu'ils sont mis au repos, puisque tout est taxable de toutes les manières. Donc, sauf ingéniosité dans un contexte de légalité, je le dis pour les Français parmi vous, la France pense avoir trouvé le moyen de tout imposer, ça n'est pas réellement le cas. Mais enfin voilà, on a quand même en France une emprise légale qui est très importante, des lois qui sont modifiées 2-3 fois par année, ça va peut-être changer avec Emmanuel Macron, et d'ailleurs ça a commencé de changer. Enfin jusqu'ici c'était plutôt traumatisant, je veux dire, pour les contribuables français. Donc, le lieu de situation d'un bien immobilier n'est pas pertinent en général. Il le sera par exemple en France si j'ai là des billets de banque, une œuvre d'art ou des bijoux, je décède. Eh bien, dans le traité entre la France et la Belgique, il est prévu que c'est la France qui peut taxer. Et en droit interne français, c'est toujours mon article 750 ter dont je parlais, cette fois-ci c'est l'alinéa 3 qui prévoit donc le lieu de situation des biens. En Allemagne, la même chose, et dans quelques autres rares pays, comme les États-Unis, si je ne me trompe. Alors, en ce qui concerne en particulier les employés de la Commission européenne, si vous me permettez. Prenons tout d'abord le cas de la très grande majorité d'entre vous,
Donc, des personnes qui travaillent actuellement à la Commission européenne, qui n'ont pas pris leur retraite. En matière de donation, le protocole ne joue pas. En matière de succession, il joue. Donc en matière de succession, qui peut taxer votre succession si vous décédez demain alors que vous êtes employé par la Commission? C'est votre pays d'origine. Le pays d'origine. La Belgique ne peut rien taxer, sauf le bien d'origine qui serait situé le bien immobilier qui serait situé en Belgique. En matière de donation, par contre, le protocole ne jouant pas, on doit examiner quels sont les critères des différents États avec lesquels vous avez des liens. Vous faites une donation et vous êtes réellement, physiquement résident belge, la Belgique peut taxer. Maître Mans nous exposera que la Belgique taxe rarement. Mais le droit d'imposer, elle se l'est attribué dans les textes de droit interne. Il se fait que vous êtes espagnol, que vos enfants vivent en Espagne, et que c'est à eux que vous faites une donation. La Belgique va dire je peux taxer parce que vous êtes résident belge, vous le donateur. Mais l'Espagne va dire moi je taxe parce que les bénéficiaires sont espagnols. Là on va arriver dans ces problèmes de double imposition dans une seconde. Retenons pour l'instant, puisque vous êtes là à Bruxelles, que le droit fiscal qui s'applique à toute donation que vous faites est le droit belge. Vous pouvez oublier totalement les critères de nationalité, du lieu de résidence de vos enfants, etc. Peut-être qu'un autre pays taxera aussi, mais la Belgique taxe, peut taxer. Ceci, donc ces règles s'appliquent également aux conjoints qui n'exercent pas d'activité professionnelle et aux enfants à charge. Maintenant, le fonctionnaire qui est pensionné, il a quitté la Belgique, il n'a plus de lien avec la Belgique, il a peut-être encore un compte bancaire, on s'en fiche, puisque la Belgique n'a pas pour critère de taxation le lieu où sont les biens, sauf un immeuble. Ça va, vous suivez? Il y a beaucoup de critères, c'est comme un puzzle, hein, on met les pieds. Non, mais je vous rappelle sans cesse quel est le dessin du puzzle. Donc le fonctionnaire qui a pris sa retraite, qui a quitté la Belgique, il n'a plus de lien avec ce pays. Par contre, il reste en Belgique, il perd le droit de se prévaloir du protocole de 2012, il devient résident belge, comme Maître Mans ou moi. Et donc, la Belgique va alors pouvoir imposer non seulement les donations, mais également les successions, sa succession. Imposer la succession, c'est imposer tous les biens qu'on lègue, tous les biens qu'on a à son décès, et parfois quelques biens qu'on n'a plus, comme Maître Mans va le dire. Par exemple, du cash qu'on a mis dans une police d'assurance vie, pour que la compagnie paye ça à nos enfants dans 20 ans quand on décède. Ou parfois ce qu'on va appeler des fictions fiscales. Donc le fonctionnaire qui est pensionné mais qui reste en Belgique, eh bien il a le bonheur de cotiser au bien-être de tous les Belges. Prenons un cas sanglant. Je suis fonctionnaire actif, résident belge, je travaille pour la Commission à Bruxelles, je donne un immeuble en Espagne à mes enfants français. La Belgique dit, moi je peux taxer les donations, puisque le protocole ne s'applique pas. L'Espagne dit, moi je peux taxer, puisque le bien est en Espagne. La France dit, les petits chéris qui reçoivent le bien espagnol sont résidents français, je peux taxer. Et là vous vous précipitez, soit sur vos livres de droit, soit vers un bon cabinet d'avocats, pour voir s'il existe un traité, ou des traités entre ces différents États. Si de surcroît, vous avez la nationalité américaine, ou que votre enfant résident en France a la nationalité américaine, voilà un quatrième pays qui prétend pouvoir taxer. Donc, on va se retrouver là dans des cas d'imposition tout à fait multiples, dont on ignore parfois même qu'ils sont possibles dans l'Europe d'aujourd'hui. On tente d'unifier un certain nombre de législations. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la législation en matière de succession civile. Est-ce que j'en ai parlé seulement? Oui, un tout petit peu. Oui, le choix de la loi, de la nationalité ou de la résidence. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le choix qu'on peut faire au niveau civil est un choix qui va s'appliquer à toute sa succession. Un seul droit pour la succession dorénavant quand on est citoyen européen. Ce durcissant, au contraire de ce que je viens de vous dire pour la Belgique, mais dans la plupart des États, les taux montent.
au fond, les gens font les donations plus jeunes, et surtout leurs préparatifs successoraux beaucoup plus jeunes. Donc il n'est pas rare d'avoir des gens de 40-45 ans qui viennent là où jadis ils ne venaient jamais avant 65 ans, pour utiliser ce qui est encore utilisable aujourd'hui. Surtout que dans le cadre de cette uniformisation européenne qu'on appelle tous de nos voeux d'une certaine manière, l'uniformisation ne va pas vers une réduction des taux d'imposition, elle va plutôt vers une consolidation des taux et évidemment un échange d'informations qui fait que finalement on ne bénéficie plus des différences entre États, on en bénéficiera de moins en moins dans l'avenir. Alors donc en Pologne, on a une exonération de droits de succession moyennant certaines conditions, et en Grèce, on a un taux qui est extrêmement faible avec des abattements assez raisonnables, donc de 150 000 à 400 000. Donc si je continue mon exemple, j'étais donc toujours sur le cas d'une personne qui décède et ses héritiers, c'est son conjoint et ses enfants, pour avoir quelque chose d'assez classique et d'assez simple. Si j'arrive maintenant dans les derniers états, voilà, ceux-ci ne connaissent pas les droits de succession. Donc de nouveau, si je prends ma retraite, entre rester en Belgique ou gagner le Portugal, j'irai peut-être plutôt au Portugal, mais pas seulement pour le soleil. Et je vais maintenant passer la parole à Maître Mans, qui va donc vous faire bénéficier de sa science en matière de droit belge, qui peut donc s'appliquer assez largement à vous. Voilà. Tout le monde m'entend? Ok. Mais moi, je vais arriver un peu comme un accompagnateur de chacun, c'est-à-dire qu'au décès d'une personne, outre le drame personnel, il y a un impôt sur le patrimoine qui doit être payé par ses héritiers, ces personnes gratifiées. Si le défunt est résident belge, il s'agit de droit de succession. Le droit de succession qui s'applique sur une masse successorale composée de 3 éléments. On va commencer par des choses simples, normales. Le patrimoine mondial du défunt, tant belge qu'étranger. Deuxième chose, ce que Manuel évoquait, les fictions fiscales. Par exemple, une des fictions répandues, c'est je mets de l'argent dans une police d'assurance, prévoyant qu'à mon décès, mes 2 enfants recueillent les capitaux assurés. C'est normal que ce genre de choses, les capitaux assurés, soient taxés, étant donné que c'est moi qui verse l'argent et c'est à mon décès que l'assureur va libérer les fonds au profit de mes enfants. Donc taxable, on parle de fiction fiscale. Une autre fiction fiscale que Manuel vous exposera en toute fin d'exposé, c'est les achats immobiliers structurés de manière un petit peu intelligente, usufruit au nom des parents, nue propriété au nom des enfants, la nue propriété est financée par un don des parents à leurs enfants. Troisième chose, accrochez-vous, les donations réalisées, les donations mobilières, cash, liquidité, portefeuille, titre, œuvres d'art, bijoux de famille, réalisées par les parents, le défunt, dans les 3 années précédant son décès et qui n'ont pas été enregistrées. 3 années ou 7 ans dans certaines conditions, dans certains cas. En Belgique, il est possible de donner des avoirs mobiliers sans payer aucun impôt. Ça suppose qu'on n'enregistre pas la donation auprès de l'administration fiscale. Si on l'enregistre, on paye des taux réduits de 3% à 7%. Première condition, on ne l'enregistre pas. Deuxième condition, le donateur survit 3 ans. Ne vient pas à décès dans les 3 ans de la donation. Donc, on doit prendre soin de ces donateurs. Une petite aspirine tous les jours, vérifier qu'il y a à gauche, à droite en traversant, et un jus de pamplemousse le matin. Le drame, si on ne fait pas ça, qui vient à décéder dans cet intervalle, donc de 3 ou 7 ans, le bien donné sera réputé réintégrer la succession du défunt et soumis à des droits de succession. Deuxième possibilité, le défunt n'est pas résident fiscal belge. Comme l'a dit Maître de Keyser, vous tous, fonctionnaires européens actifs, bénéficiez du protocole 7 qui fait que si vous décédez aujourd'hui, vous n'êtes pas considéré comme résident fiscal belge. Par contre, vos héritiers devront quand même payer un impôt successoral, on parle de droit de mutation par décès belge, uniquement sur les immeubles dont vous seriez propriétaire en Belgique. Donc pas les comptes bancaires, pas les œuvres d'art, pas les titres de société fut-elle immobilière, juste les immeubles dont vous êtes propriétaire en Belgique. Ah. Oui. Ah, désolé, ça. Juste, est-ce que je peux juste
Une petite précision à demander, parce que vous l'avez déjà 2 fois dit, si le lieu d'origine est important. Est-ce qu'il n'y a pas une différence entre un fonctionnaire qui a été recruté à Bruxelles ou en Belgique et un fonctionnaire qui a été recruté dans un autre pays? Parce que j'avais appris que c'était une différence. Maintenant, vous mentionnez plus ça, donc je voudrais juste voir. Juste pour vous répondre, en fait, le protocole dit vous êtes, en matière de succession, considéré comme résident du pays d'origine à partir duquel vous avez été recruté. Donc si vous avez été recruté en Belgique, vous êtes résident belge comme moi. Si vous avez été recruté à partir d'Allemagne ou d'Espagne, vous êtes résident espagnol ou allemand. C'est une différence. Exact, c'est une différence, mais c'est le pays d'origine du recrutement. Non. Justement, ça c'est une grande différence chez nous. En fait, moi j'ai encore regardé mes papiers. Et le lieu d'origine est un autre que le lieu de recrutement. Oui, on reviendra aux questions tout à l'heure. En plus, vous pouvez très bien avoir été recruté en Belgique, mais vous travaillez dans une organisation internationale, à Eurocontrol ou à l'OTAN, et vous n'êtes pas considéré, réputé comme ayant été recruté en Belgique. Vous êtes réputé quand même dans votre pays d'origine. Il y a des subtilités, mais enfin on y viendra aux questions tout à l'heure. Donc les taux en matière de droit de succession et de mutation par décès sont similaires. Donc c'est des taux progressifs. Région bruxelloise et Wallonie en ligne directe, c'est-à-dire entre parents et enfants ou entre conjoints, monte de 3 à 30%. En Flandre, la Flandre adore être le meilleur élève de la classe, si je puis dire. Il se distingue de 3 manières. 1, les taux plafonnent à 27%. 2, on distingue la succession mobilière de la succession immobilière, ce qui permet de lisser l'impôt. 3, la Flandre a annoncé, à partir du 1er septembre 2018, qu'elle accordera un abattement spécial de 50 000 € en faveur du conjoint. En parlant d'abattement, une bonne nouvelle, quelle que soit la région, l'aide du domicile familial en faveur du conjoint, du cohabitant légaux ou du cohabitant de fait est exonéré dans toutes les régions. On va revenir 2 secondes pour faire la différence encore entre les deux droits de succession et droits de mutation par décès. Je pense que la logique, il est important de la comprendre, est différente. Quand une personne décède, quand un résident belge décède, on rentre une déclaration de succession, tous ses héritiers rentrent une déclaration de succession. Quand un non-résident décède et qu'il faut payer des droits de mutation par décès, chaque personne gratifiée, donc chaque héritier, rentre sa déclaration de succession, qu'on appelle déclaration des droits de mutation à titre gratuit par décès. Puis, autre différence, en matière de droits de succession, on rentre la déclaration auprès du receveur du lieu de résidence du défunt. En matière immobilière, en matière de droit de mutation par décès, comme ça s'applique qu'aux immeubles, on rentre la déclaration auprès du receveur du lieu de l'immeuble dont on a reçu. Question qui peut vous traverser l'esprit. Quid si je reçois 3 immeubles, un en région bruxelloise, un à la Côte et un à Neuchâtel, on prendra, la région compétente sera celle de l'immeuble qui a le revenu cadastral le plus élevé. On va passer. Ouais, passe aussi. Ouais. En matière de donation, ce que les Belges font souvent, c'est organiser leur donation pour sécuriser, protéger le donateur. L'idée de donner sans se dépouiller. Ça passe notamment par une réserve d'usufruit, c'est-à-dire que papa ou maman, le parent, donne à ses enfants un portefeuille titre en se réservant l'usufruit. Cet usufruit lui permet de continuer à gérer le portefeuille titre comme il l'entend, à percevoir les revenus, intérêts, dividendes, produits, voire dans certains cas à pouvoir continuer de ponctionner dans le capital donné. Donc c'est une très bonne protection. La Flandre a en 2015, quand je vous disais qu'elle voulait être première de classe, créé son service de décision anticipée, qui va par le doux nom de Vlabel. Vlabel, c'est 16 personnes aujourd'hui, aucun juriste, dirigé par un psychologue, qui prend des positions de principe assez idéologues. Ces positions sont souvent abandonnées pour cause d'illégalité, parce qu'on n'est pas dans un pays, une république bananière, il y a des lois. Donc, abandonné. Une des positions qui existent encore est la suivante. Vlabel dit moi, je considère que si maître commence à donner à ses enfants la nue propriété d'un portefeuille titre, c'est conserver l'usufruit, ça rentrera dans sa succession, sauf si il a payé les droits d'enregistrement réduits de 3%. S'il n'a pas payé, ça rentre dans sa succession indépendamment du délai entre mon décès et la donation. Cette position est tout à fait illégale. Elle devra être modifiée. Par contre, j'attire votre attention dessus.
sur le caractère, donc ça me permet d'épingler le label et ça permet aussi d'épingler le mouvement qu'il peut avoir en Belgique. C'est-à-dire qu'on pourrait croire que cette position ne concerne que les résidents flamands. On a pas mal de clients, à titre d'exemple, il y a 2 semaines je crois, quelqu'un est venu nous consulter, il a réalisé une donation en nue propriété à ses enfants, c'est réservé l'usufruit, il vivait à Neuchâteau. Donc il a fait ça dans les années 2016 à Neuchâteau. Pris sa retraite, il était banquier, pris sa retraite, et il s'est dit, moi mon rêve, mon idéal de vie, était de finir face à la mer. Il s'est établi à Knokke-le-Zout. Imaginez qu'il devienne résident fiscal flamand, c'est un délai de 5 ans qu'il doit rester dans la région. Il décède en tant que résident fiscal flamand. Imaginez que cette position, malgré son caractère illégal absolu, continue soit pérenne. Label pourrait dire, ben, monsieur, vous avez donné en nue propriété, vous n'avez pas payé les droits d'enregistrement réduits, je considère que ça doit être taxable. Donc il faut prendre en compte cette position indépendamment de la localisation des personnes, parce qu'on ne sait jamais où on va aller. Ouais. Pour être tout à fait pratique, on a pris un exemple pour illustrer l'intérêt de réaliser des donations. Imaginez monsieur, résident fiscal en région bruxelloise, 2 enfants, un patrimoine classique, 500 000 euros d'obligations, 500 000 euros d'actions, 500 000 euros de liquidité, 1,1 million. Il ne se passe rien, monsieur décède sans faire aucune optimisation, les enfants payent 320 000 euros, soit environ 21% de droits de des droits de succession montant à 20%. Si monsieur avait fait une donation, avec ou non une réserve d'usufruit, vu qu'il est résident belge, les enfants auraient pu éviter tout impôt si la donation n'avait pas été enregistrée et que monsieur avait survécu 3 ans, ou s'il n'aime pas avoir une épée de Damoclès chaque fois qu'il se brosse les dents en disant « ah ben encore 12 mois et le délai de 3 ans sera expiré », il aurait pu aller enregistrer la donation, payer 45 000 euros, soit un gain, j'ai jamais été très bon en maths, mais d'environ 275 000 euros, je pense. Une autre manière d'organiser son patrimoine sur le plan fiscal, un autre mode, est l'assurance vie. L'assurance vie, elle permet, de réaliser une donation qui ne prendra effet qu'au décès des parents. 2, elle permet de récupérer en cas de besoin les biens donnés. 3, elle permet de changer de bénéficiaire. On ne sait jamais comment les choses évoluent. Vos enfants que vous adorez vont se marier, vous allez avoir des pièces ajoutées ou des pièces rapportées ou des valeurs ajoutées selon, et donc on ne sait pas comment ça va se goupiller. Ça présente ça comme intérêt. Et puis dans certains cas, le dénouement de l'assurance, contrairement à ce que je vous ai exposé en matière de fiction, peut être exonéré d'impôts. J'ai pris 3 cas. Le premier, c'est, imaginez, je souscris une assurance prévoyant qu'à mon décès, mes 2 enfants recueillent des capitaux. Là, on est clairement taxable. C'est moi qui verse l'argent, c'est à mon décès, le fisc taxe. Là, il y a moyen de mieux faire. Imaginez que je donne les fonds à mes enfants. Mes enfants souscrivent l'assurance, prévoyant qu'au décès de leur charmant papa, ils récupèrent les fonds. À mon décès, mes enfants ne font que récupérer ce qu'ils ont eux-mêmes apporté. Ils sont vivants, pas de droit de succession. Autre possibilité, un peu plus complexe, imaginez que vous êtes marié en régime de séparation des biens. Madame verse des fonds, prévoyant qu'au décès de son mari, ses enfants recueillent les capitaux assurés. Au décès du mari, madame est encore vivante, on ne peut pas parler de droit de succession, et donc ça permet de transférer des fonds aux enfants sans impôt. Oui, dans certaines conditions, mais sans impôt. Si vous avez souscrit ce genre de contrat et que vous êtes dans la première catégorie, taxable, sachez qu'il est possible d'aménager le contrat pour passer à un scénario non taxable. Ça prend la forme de cession de droit, par exemple. En matière de fiscalité immobilière, de donation immobilière, une super bonne nouvelle, en tout cas pour nous, c'est que la Wallonie a annoncé lundi qu'elle prenait un projet de décret pour aligner ses taux de droits de donation à l'ensemble de la Belgique. Et donc on se trouve pour la première fois avec des droits de donation immobilière uniformes pour l'ensemble du territoire. Ça va de 3 à 27% en ligne directe et de 10 à 40% dans les autres cas de figure. Si vous donnez un immeuble étranger, si un résident belge donne un immeuble étranger, il faut analyser 2 choses. Première chose, est-ce qu'il y aura un impôt dans le pays
où se situe l'immeuble. Généralement oui, mais il y a souvent des abattements, comme Maître de Kayser vous l'a bien expliqué. Et deuxième chose, est-ce que ce transfert est taxable en Belgique? La réponse est oui, par contre soulagez-vous, ça sera taxable à 50 €, un droit fixe. Donc tout tranquille, tout doux. Je te remercie. Merci. Pour continuer sur les aspects immobiliers, on parlait tout à l'heure d'une organisation personnelle, c'est ce qui explique qu'on rentre dans des cas un petit peu pratiques de planification. Je voudrais acquérir un immeuble, et ce serait un petit peu dommage, qu'à mon décès, mes enfants payent des droits de succession dessus, donc dès l'achat, je réfléchis à la manière d'acquérir. Ou bien j'ai un immeuble et je me demande comment le transférer à mes enfants, donc après coup. Au moment de l'acquisition, je pourrais me dire, achetons directement ensemble les enfants et moi. Maintenant, acheter avec mes enfants, si j'ai 3 enfants, bon, je n'ai pas de conjoint, donc on serait 4. Bon, on va acheter à 25, 25, 25. Et puis, comme le disait Maître Mans, mes enfants vont se marier, mes enfants m'amènent des beaux enfants difficiles. Je n'ai pas tellement envie d'être minoritaire. Donc ce que je pourrais faire, c'est leur proposer d'acquérir la nue propriété, qui ne leur donne en fait aucun droit sur le bâtiment, et acquérir l'usufruit moi-même. L'usufruit, ce sera le droit d'occuper le bien, ou de le louer, de le décorer à la manière que je souhaite. Mes enfants n'ont pas d'argent. Est-ce que je peux alors leur donner l'argent nécessaire pour acquérir la nue propriété? La réponse est positive. Dans la plupart des droits européens, on peut procéder de cette manière. Mais il y a des droits, comme l'Angleterre, qui ne connaissent même pas l'usufruit. Donc là, on va toujours acheter de manière indivise. Ce sera la partie droite du slide. Et maintenant, nous sommes sous le droit belge. Donc en Belgique, il n'y a aucun problème. Je vais donner à mes enfants l'argent nécessaire pour acheter la nue propriété. Donc je vais faire un don qui, comme Maître Mans vient de l'indiquer, ne sera pas taxé, sauf si je veux aller l'enregistrer. Et une fois qu'ils sont propriétaires de l'argent, eh bien, ils payeront une part du prix au vendeur et je paierai l'autre part. Que vaut la nue propriété, que vaut l'usufruit, ça dépend de l'âge de l'usufruitier, puisqu'il s'agit d'un droit viager. Il peut ne pas être viager pour votre information complète, on peut faire un usufruit pour 10 ans par exemple, mais en général il sera viager, et donc c'est sur base de tables statistiques de mortalité que l'on va déterminer quelle est la valeur de l'usufruit de M. de Kayser. Bon ben voilà, statistiquement il me reste peut-être 25 ans à vivre, mon usufruit vaut à peu près 30%, même un peu plus, 40%. Et donc la nue propriété en vaut 60%. Voilà, il y a, alors la législation est tout de même, ou plutôt le législateur a été relativement prudent et il prévoit certaines bornes, certaines balises. Je ne pourrais pas acheter la nue propriété et l'usufruit et chez le notaire dire que la nue propriété sera au nom de mes enfants et que je vais leur virer l'argent le lendemain. Je dois le faire avant, je dois parfois le faire avant même le paiement du compromis, le paiement pardon, de l'acompte lors du compromis. Enfin, ce sont des modalités de détail. Sur le principe, je peux donner les fonds qui permettront aux nus propriétaires, que ce soit mes enfants ou quelqu'un d'autre, peu importe. Hein. Ça peut être un compagnon ou une compagne de fait, qui n'est pas déclaré comme cohabitant légal, comme on dit en Belgique, pacsé on dirait en France. Peu importe l'identité des personnes. L'idée m'a traversé d'acquérir en indivision. Alors comme c'est pour ma maison de campagne, finalement d'avoir mes enfants copropriétaires avec moi, ça ne me déplaît pas. Vraiment, j'ai peut-être 2 km de haies à tailler, j'aime bien qu'ils se sentent un peu responsabilisés. On va acheter 20% chacun, dans mon exemple de tout à l'heure. 20% chacun, donc ils seront dès le départ plein propriétaires et plus nus propriétaires, mais à raison de 20%. Et je peux greffer sur cette structuration une petite convention familiale. Donc il arrive assez fréquemment qu'on fasse une convention entre les membres de la famille pour indiquer qui gère, qui décide de l'occupation du bien. Ce sont généralement les parents qui vont se réserver ce droit-là et dire que c'est eux qui décident pendant l'été si eux y vont ou si les enfants y vont.
qui veulent voir, qui ne veulent pas voir, ou la manière dont la maison sera aménagée ou décorée. Donc, tout ça est possible, mais c'est du détail. Ce qui compte au niveau fiscal, c'est que je peux acheter en indivision. Et quel est l'intérêt de l'achat en indivision? C'est que si je souhaite à un moment donné, je souhaite, tout le monde, là, tous les indivisaires souhaitent que l'un d'entre nous reprenne la propriété entière. Donc il y a un des enfants qui se passionne pour tailler mes haies. Il se fait qu'effectivement j'ai de très longues haies, pas 2 kilomètres. Mais il y en a qu'un qui fait ça chez moi. Si celui-là veut reprendre la maison en question, les autres pourraient lui céder leur part avec un coût fiscal de 1%. Parce qu'on est en indivision depuis le premier jour. Et donc effectivement, ma maison en France, je l'ai achetée avec mes enfants alors qu'ils étaient encore mineurs. Ce que je vous dis ici vaut d'ailleurs pour d'autres pays de nouveau. Par exemple la France. Ce ne sera pas 1% en France, ce sera 2% ou 2,5%. Mais enfin bon, le principe d'une sortie d'indivision qui doit être peu coûteuse fiscalement est assez généralement répandu. Donc je vais acheter en indivision pour cette raison-là. Je vais peut-être acheter en indivision non pas avec mes enfants, mais avec une société, ou acheter carrément le bien en société. Si j'achète un bien immobilier, mettons un immeuble de rapport à Bruxelles, avec une petite SPRL que j'ai créée, pour un coût de 1 200 € à peu près, je la rends propriétaire de 5% du bien. Il n'y a pas de norme légale, hein, ça pourrait être 1 ou 10. Et j'acquiers moi-même 95%. Ça me permet d'être le véritable utilisateur de la maison. J'ai 95% et comme vous le savez sans doute, les loyers résidentiels sont très peu taxés en Belgique. Donc je mets cette maison de rapport en location. En gros, la taxation sur les loyers en Belgique, ça équivaut plus ou moins à 3 mois de loyer. Ça n'est pas rien. Dans d'autres pays, ça sera 6-7 mois. Et donc, avec mes 95%, je fais une petite convention avec ma société, comme quoi je m'occupe de la gestion, mais elle me laisse tous les loyers. Le fisc accepte cette convention, et donc mes loyers seront peu taxés. Bon, il se fait que je suis jeune, sportif, que je prends mon jus de pamplemousse tous les matins. Je pourrais donc vivre si longtemps que les lois fiscales auront eu le temps de changer 10 fois. Il pourrait être intéressant qu'à un moment donné, je passe la propriété de la maison vers la société, parce que les loyers deviennent taxables pour les personnes physiques. Alors qu'en société, vous l'avez peut-être lu dans les journaux, les taux décroissent. Donc là, on est à 29%, on sera à 25% dans 2 ans, on sera à 22% après. Donc les taux baissent. Donc à un moment donné, peut-être qu'il sera plus intéressant que l'immeuble soit détenu par la société, que ce soit elle qui encaisse les loyers. Je pourrais lui passer la propriété de 100% de la maison avec un coût fiscal de 1%. Je pourrais aussi me trouver dans une autre situation qui est peut-être un peu plus rare pour des personnes qui travaillent pour la commission, donc je la mentionne seulement. J'ai une société et cette société a des revenus que je ne sors pas, qui restent dans la société. Je suis médecin en société, je suis informaticien, avocat, et je travaille en société et les bénéfices s'accumulent d'année en année, je ne sors que ce qu'il me faut pour vivre. Finalement, je me dis, j'ai dans cette société de quoi acheter mon appartement de rêve à Coxide, qui est sur la côte belge. Je vais l'acheter au nom de la société. Ça se présente assez souvent. Voilà, je ne veux pas aller beaucoup plus loin. Disons que ça n'est pas très intéressant fiscalement puisque les loyers seront imposés. Ça vaut la peine de bien réfléchir. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux payer l'impôt de sortie des bénéfices, sortir les fonds de la société? Une bonne fois, on paye la ponction fiscale et puis on achète en nom propre. Une autre raison d'utiliser la société, et qui là peut à nouveau vous concerner tous, c'est que si j'ai un bien immobilier dans une société, et que je suis résident belge, ce qui est votre cas à tous en matière de donation, n'oubliez pas, puisque le protocole ne joue pas, je peux donner les actions de ma société immobilière à mes enfants, et en Belgique, les donations mobilières, comme on disait tout à l'heure, ne sont pas imposées. Et nous n'avons pas en droit belge, si maintenant on revient à un immeuble belge, nous n'avons pas la notion de société à prépondérance immobilière, qu'on trouve en Italie ou en France ou ailleurs. Donc mon immeuble de rapport, situé rue de la Loi 82, je vais, c'est pas mon rapport, là ça pris un peu le bureau quand même. Bon,
je vais peut-être l'acquérir au nom d'une société parce que j'ai l'intention de donner les actions de ma société à mes enfants plus tard. Donc ils deviendront propriétaires de la société et indirectement de l'immeuble, sans imposition au titre de donation, ni de succession, puisqu'ils seront devenus propriétaires. La seule condition est que je ne décède donc pas dans les 3 ans. Il y a une petite chose que je ne vous ai pas dite sur ce slide, quant à la partie de gauche. Pourquoi j'achèterai, moi, l'usufruit et mes enfants la nue propriété? C'est parce que quand l'usufruit s'éteint, il n'y a pas d'imposition. Quand je serai devenu un très vieil homme et que mon usufruit s'éteint par mon décès, mes enfants qui étaient nus propriétaires deviennent pleins propriétaires sans impôt. Et enfin, le dernier point qui concerne les fondations privées, les fondations familiales. C'est un point qui vaut amplement la peine parce qu'il s'agit d'une structure typique de la Belgique, très utile en matière de planification patrimoniale. Pourquoi? Parce que cette structure a la personnalité juridique, comme on va dire une société civile en France. Parce que je peux y placer tous les biens que je souhaite, qu'ils soient mobiliers ou immobiliers. Parce que je peux la constituer tout seul, un fondateur. Parce que si j'étais en couple, je pourrais le faire avec ma femme, on pourrait être 2. Donc, je peux la créer facilement, je peux y mettre ce que je veux, je peux en être le patron. Oui, il faut des administrateurs, ça peut être moi, ça peut être n'importe quelle personne en qui j'ai confiance. À partir du mois de septembre, il est probable que la loi belge va changer, qu'il ne faudra plus qu'un seul administrateur, donc ce sera encore plus simple. Alors je prévois dans les statuts comment remplacer l'administrateur, parce que ma fondation, elle n'a pas de durée limitée. Donc je peux faire une fondation pour 20 ans, pour 3 générations, jusqu'à ce que mon enfant, qui est peut-être un enfant handicapé, c'est pour lui que je crée une fondation dans laquelle je mets des fonds pour qu'elle entretienne mon enfant. Je décide que la vie de la fondation sera la même que la vie de mon enfant. Et puis qu'après, la fondation se libérera de ses actifs au profit de mes autres enfants. Donc une fondation peut accueillir tout bien. On a déjà eu des collections de biens, collections d'œuvres d'art, de timbres, de photos, un bien immobilier de famille qu'on veut garder dans la famille pour encore 50 ans, 100 ans, 200 ans. Je peux le faire pour la durée de vie de mes enfants. J'ai une fortune de quelques millions d'euros. Je pense que mes enfants qui ont 30 ans et qui bossent, ils peuvent plus ou moins se débrouiller dans la vie. Je vais leur réserver quand même à chacun ce que je pense utile pour qu'ils vivent dans le confort et pas seulement avec leur salaire. Et le reste, je le mets dans la fondation et ce sera, imaginons, il y a toutes les possibilités, je prévoirai dans les statuts que la fondation aura pour utilité d'assurer le bien-être de mes descendants. Donc ce seront mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, et si j'ai 25 millions d'euros, ce seront peut-être encore mes arrière-arrière-arrière. Mais je peux même préciser ce que c'est que le bien-être. Ce n'est pas leur apprendre à rouler en Ferrari à 16 ans et aller au casino à 18 ans, ce sont des voyages d'études, tout ce qu'on veut. Donc je peux ainsi assurer ou lisser l'utilisation de ma fortune sur plusieurs générations. Bon, il y a un peu de contrôle là-dedans, il faudra peut-être aller voir un psychiatre, mais ça ne manque pas de sens nécessairement. Donc voilà, pour la fondation, une dernière chose tout de même, c'est cette petite ligne là qui fait état de notre cabinet qui a aidé à prendre une brillante décision par l'administration fiscale, c'est que jusqu'il y a peu, lorsqu'une fondation versait des biens, donc ses revenus, le cash que j'avais mis dedans, ou transférer l'immeuble que j'avais placé dans la fondation, qu'elle le transférait après mon décès, on considérait que c'était comme une succession. Et c'est vrai que ça y ressemble un peu. 2 ans avant de mourir, je place mes biens dans la fondation, j'ai déjà fait des donations à mes enfants puisque ça n'était pas taxable, 22 ans c'est un peu court, 3 ans. Donc j'ai donné, mais tout le reste je mets dans une fondation. Je dis la fondation, elle s'occupera de mes descendants, je décède 3-4 ans plus tard, et mes enfants qui sont mes descendants disent on prend le magot. Bon, ça ne me dérange pas, ça a été discuté avec eux. Donc c'était imposable, et imposé effectivement, l'administration considérait que c'était imposable et les tribunaux aussi. Ça nous paraît inexact pour différentes raisons techniques. Donc une dame nous a demandé de transférer un patrimoine, un portefeuille titre. On lui a recommandé la fondation parce qu'elle n'avait pas d'enfant, et tout ça allait aller vers des neveux.
des neveux belges et en plus des neveux français. Donc le niveau d'imposition en France étant ce qu'il est, ça valait la peine d'un petit peu réfléchir. Et donc on lui a recommandé de placer tout son portefeuille dans une fondation familiale belge. Et puis, avant de passer à l'action, nous avons été voir l'administration fiscale et on lui a dit, à notre avis, il y a une erreur d'interprétation. Ce que la fondation versera au neveu de notre client après son décès ne peut pas être imposé. Nous souhaiterions une décision anticipée écrite, ce qu'on appelle un ruling en Belgique, que nous avons donc obtenu, si bien qu'aujourd'hui, la fondation est un moyen très sécurisé d'assurer le transfert de biens après notre décès vers qui que ce soit, enfant ou tiers. Bien entendu, si je deviens résident étranger, non belge, après mes fonctions à la Commission européenne, il y aura lieu d'examiner si en France, en Allemagne, en Espagne, comment la fondation sera considérée. En général, la réponse est plutôt favorable parce que la création de la fondation est intervenue longtemps avant et que quand j'apporte des biens dans une fondation, je ne reçois pas d'action en échange. Oui, si j'apporte de l'argent dans une société anonyme ou dans une SPA, une SPRL, je vais recevoir des actions en échange qui sont dans mon patrimoine quand je décède. Quand je crée une fondation, c'est un acte unilatéral, je place dans la fondation et je n'ai plus rien à voir, sauf si j'ai prévu dans les statuts que je serai le boss, que ce seront mes enfants qui pourront bénéficier de ce que j'ai mis dans la fondation, etc. Mais je n'ai pas d'action dans mon patrimoine. Et donc, pas de droit de succession. Donc, au-delà de la Belgique, je pense que ceci est vrai. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'attire votre attention à nouveau, une courte seconde, sur deux petits points. C'est que vous avez reçu un folder. Il est distribué, je crois. Il est encore là. Donc, c'est un petit folder que vous pouvez remplir si vous souhaitez recevoir une lettre d'actualité patrimoniale que personne n'a reçue non plus, qui sera à la sortie. Donc cette lettre, nous la publions tous les 2-3 mois. Vous la recevez cette fois-ci. Vous la recevrez par le FFPE qui va vous l'envoyer par email. Mais ensuite, vous ne la recevrez plus que si vous avez rempli le folder pour une question de règlement sur la protection des données. Oui, c'est ça. Le folder... Petit document qui autorise le bureau de Kaiser à vous envoyer aussi des documents. Voilà, exactement. Si vous voulez recevoir cette lettre, en remplissant ça, vous la recevrez. Si vous ne souhaitez plus la recevoir, vous nous écrirez un petit mail à ce moment-là. Et on arrête. Je vois qu'il y avait ça. Et c'est tout. Déjà, on vous remercie pour la limpidité de l'exposé. Je crois que ça mérite des applaudissements. Donc c'était vraiment un exposé très limpide, très complet. Évidemment, on ne peut pas imaginer aborder l'ensemble de la complexité de ces situations, mais au moins ça donne des pistes de réflexion.